Bonjour et bienvenue au WebTech d'aujourd'hui, 13 octobre, sur la sobriété numérique pour la filière Smart Grid. On patiente quelques secondes si vous voulez, le temps que différents participants se connectent. Vous devriez voir mon écran pour le sujet du jour. Bonjour donc et bienvenue au WebTech SCS, organisé conjointement pour celui-ci avec Cap Énergie sur le numérique sobre au service des Smart Grid. On va commencer et accueillir nos différents intervenants. Juste petit rappel logistique, cette session est enregistrée, pas de micro, pas de webcam pour les participants. Les questions peuvent être posées dans le module questions, dans le module questions de votre menu GoToWebinar par écrit. Elles seront communiquées à l'oral lors de la session questions et réponses. Et un petit questionnaire de satisfaction sera affiché. Merci d'y répondre. Ça vous prendra 30 secondes à peu près à l'issue de ce webinaire qui devrait durer 1 heure. Voilà, donc petite introduction, c'est vrai, d'abord sur cette collaboration avec Cap Énergie. On collabore depuis 2-3 ans maintenant avec Cap Énergie sur différents sujets, notamment autour de la sobriété numérique, mais pas que. Est-ce que tu veux en dire quelques mots, Valentina, si tu es avec nous? Et peut-être aussi ouvrir ta caméra. Vous devriez... Est-ce que vous voyez bien mon écran là, par contre? Oui. Je vois qu'il y a un petit souci. Est-ce que tu m'entends, Valentina, ou pas? Non. Plusieurs questions. Valentina, est-ce que tu es là? Bon, bah écoutez, tant pis. On va passer tout de suite dans le vif du sujet avec nos intervenants d'aujourd'hui. Régis Ledrezen, délégué général de l'association Think Smart Grid, que vous voyez d'ailleurs à l'écran. Boris Dolay, chef du programme Open Source et IT durable pour RTE, et Jade Nassar. Vous pouvez allumer vos caméras, hein, enfin ceux qui peuvent, tout le monde ne peut pas, je crois. Enseignant-chercheur IoT et défis environnementaux pour le groupe Junia, qui est un regroupement de différentes écoles d'ingénieurs, notamment HEI à Lille. Petit rappel sur, on va parler d'IoT, de sobriété numérique. Petit rappel sur quelques acteurs et l'écosystème IoT et start-up industriel de SCS, pour vous donner une idée. Et je vais sans plus tarder passer la parole à Régis Ledrezen, qui va pouvoir nous expliquer en quoi cette sobriété numérique est une véritable opportunité, et notamment suite à la publication de ce livre blanc, qui a été publié quand? Qui a été publié cet été, c'est ça, Régis? Non, juste avant l'été, au printemps, en avril 2023. Ouais. Voilà. Et donc, ce webinaire, ce WebTech vous permettra, je l'espère, de vous sensibiliser à l'innovation apportée au numérique afin qu'il soit sobre dans les différentes applications Smart Grid, et on verra quel levier d'action, quelle innovation, mais aussi quelle opportunité cette sobriété numérique peut vous amener en tant que développeur et porteur de solutions numériques, notamment.
Je vous passe la main. Merci beaucoup. Bonjour. Montrer mon écran. Voici. Voilà. Bonjour à tous. Vous voyez mon écran? Oui, très bien. Ouais, super. Donc, bonjour à tous. Donc, Régis de Drezen, délégué général de l'association Think Smart Grids. Je commence par vous remercier, le pôle SCS, pour cette opportunité finalement de mise en lumière du livre blanc qui a été publié et qu'on va décrire tout à l'heure à trois voix. Donc cette année, et puis vous dire aussi que le pôle de compétitivité Cap Énergie est un pôle de compétitivité avec lequel nous travaillons beaucoup. Il fait partie des clusters qui sont membres de notre association. Vous le voyez sur cette image. Notre association est une association nationale et avant de vous parler du numérique, il était important de vous faire un petit rappel sur ce qu'on appelle les smart grids pour savoir de quoi on parle, pour fixer le cadre et puis ensuite pour savoir comment on va l'améliorer. Donc nous, on est une association qui rassemblons la filière française des smart grids, donc des réseaux électriques intelligents. Vous avez un certain nombre de nos membres ici présents. C'est simplement vous dire que notre écosystème pèse plus d'une centaine de membres. L'intégralité de la chaîne énergétique depuis la production jusqu'à la consommation, avec notamment un certain nombre d'entreprises du monde de l'énergie, mais aussi du monde du digital, sans oublier bien entendu l'écosystème universitaire. Notre périmètre, que vous puissiez bien l'avoir en tête, et notre raison d'être, tout ce que l'on fait se réalise au sens de l'intérêt général. On le fait dans et avec les territoires, donc une interaction très très forte pour collaborer avec notamment les pôles de compétitivité pour tous les sujets les plus innovants et avec les régions françaises et autres syndicats pour les sujets les plus industriels. Tout ceci est fait au bénéfice des consommateurs et de l'attractivité du territoire. Notre rôle étant de fédérer, accélérer et contribuer au passage à l'échelle et à la mise en œuvre des solutions, notamment celles qui ont aujourd'hui une maturité suffisante, vous allez le voir. Nos thématiques, elles se trouvent évidemment autour de l'optimisation du réseau, que ce soit en amont, avec notamment l'optimisation de l'accélération des connexions des énergies renouvelables décentralisées au réseau, et en aval, notamment avec cette électrification dont je vais juste vous parler après. Alors, avant de vous parler de sobriété numérique, bon, de quoi on parle? Il s'agit donc de déployer au sein des réseaux électriques aujourd'hui existants, notamment pour la France et pour l'Europe, ou pour des pays autres que l'Europe, on va associer directement ces technologies, mais en tout cas pour la France, c'est d'associer les technologies de capteurs, c'est donc de l'électronique de puissance, c'est important pour la suite, des technologies de télécommunication pour récupérer les données qui proviennent des capteurs et puis tout ce qui touche au système informatique. Et Boris en parlera beaucoup tout à l'heure sur ce que cela concerne. Donc c'est ça que l'on va décrire aujourd'hui, des capteurs, des moyens de télécommunication et toute l'infrastructure IT. Avec deux conséquences importante sur le déploiement des smart grids et l'optimisation du réseau électrique aujourd'hui, c'est les territoires et les clients qui sont importants. Nous faisons tout ça parce que nous sommes sur une électrification croissante des usages. Aujourd'hui, 20 ou 25% de l'électricité utilisée en France dans le volume global d'énergie. Demain, on sera à 60, donc plus 30% de consommation d'électricité, et puis évidemment des énergies renouvelables en forte croissance, qui nous oblige à déployer des technologies digitales pour optimiser ce réseau et favoriser cet équilibre du système électrique. Alors du coup, ça nous a amené à publier un livre blanc sur la sobriété numérique avec les technologies smart grids et donc digitales que je viens de vous décrire, qui sont indispensables à la transition énergétique, et il était important de se poser la question de leur impact environnemental. Alors je vous parlais, capteurs et autres hardware, et puis data qui nécessiteront de les transporter, de les stocker, de les traiter. Et bien tout ça, c'est une utilisation de métaux et de matériaux, de minéraux, certains rares, des émissions de CO2. Et du coup, notre document est le fruit de recherches, mais aussi de nombreuses interviews d'experts du domaine,
qui sont relatés dans ce livre blanc qui a été rédigé par l'intégralité des membres de notre commission, une des 5 commissions de Think Smart Grids, qui est la commission digitalisation, avec 2 mentions spéciales qui étaient une rédaction des cas d'usage, notamment par notre collègue Mélinda Muraille, qui était chez Think Smart Grids et qui aujourd'hui est côté RTE, et puis aidé par la contribution de Alice Laoui côté Columbus Consulting. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve de manière très très simple, sans entrer dans le détail sur les 7 axes clés? Le livre décrit finalement les bonnes pratiques sur ces usages, mais en tout cas, de manière très très simple et rapide. On retrouve la réduction de l'empreinte du matériel, et donc on y voit derrière l'obsolescence des matériels. Va-t-on être d'accord ou pas d'accord de faire évoluer du matériel tous les 2, 3 ou 4 ans? C'est pas sûr, et donc il faut se poser ces questions. Revoir l'architecture technique, et donc on trouve derrière ces architectures techniques toute l'optimisation du volume des données, favoriser l'open data. Aujourd'hui, on voit trop de développement, une plateforme pour un cas d'usage. Donc, on multiplie les plateformes. Je ne rentrerai pas plus dans le détail. RTE vous en parlera, mais c'est une vraie question. Agir pour la frugalité logicielle. A-t-on besoin de dizaines ou centaines de fonctionnalités dans nos logiciels quand nous en utilisons quelques-unes? Privilégier les cas d'usage avec un bénéfice environnemental démontrable. Aujourd'hui, nous ne sommes plus pour un certain nombre de cas d'usage à de la démonstration, à la recherche et développement. Donc, déployons les cas d'usage avec un ROI fort. Nous avons publié un autre document dédié au territoire en tout début d'année qui favorise cette accélération des déploiements de cas d'usage avec un ROI fort. Développer une réelle gouvernance de la sobriété numérique. Et puis le dernier point qui est de renforcer la normalisation et l'interopérabilité des données. On voit bien là qu'on évitera évidemment beaucoup de doublons si on est capable de normaliser et gérer cette interopérabilité, mais ce n'est pas simple. Dernier sujet avant de rentrer dans le concret avec Boris, c'est quelques freins et enjeux de manière très très rapide. Bon, les freins, c'est qu'aujourd'hui, sur la sobriété numérique, nous n'avons que très peu de métriques et de mesures globales sur ces volumes de données. Donc évidemment, pour s'améliorer, c'est encore un peu poussif. Le deuxième élément, c'est qu'on a encore un certain nombre d'acteurs, et c'est normal sur ces sujets de numérique et de data, qui sont dans l'apprentissage et donc qui sont à la course à la massification de la collecte des données, donc évidemment qui génèrent des flux importants, et puis on n'a pas ou assez peu de contraintes réglementaires. Néanmoins, les enjeux business peuvent parfois devenir cruciaux, et donc du coup vont faire avancer notre sujet, et on voit maintenant dans un certain nombre d'appels d'offres le sujet de la performance énergétique des équipements et des logiciels qui sont analysés et qui sont des critères finalement de recevabilité des offres portées par les soumissionnaires. Donc du coup, en synthèse, on a une prise de conscience maintenant qui est généralisée, donc il faut s'en saisir pour mettre la sobriété numérique au cœur de nos échanges. Néanmoins, la sobriété ne doit pas être un frein au développement des smart grids. On l'a vu, ils sont cruciaux pour la réussite de la décarbonation de la France. Je dis bien, ils sont cruciaux dans la réussite de la décarbonation de la France, au même titre que les investissements évidemment colossaux des gestionnaires de réseau. Et donc, ça ne doit pas être un frein. La sobriété numérique, elle est amenée à grandir et à grossir et à devenir un enjeu de premier plan, pour la nécessité de réduire évidemment drastiquement nos consommations. Sur le sujet de la raréfaction des matériaux qui sont nécessaires à la fabrication des équipements, on en a parlé tout à l'heure, et puis évidemment à la multiplication exponentielle des données. Et du coup, le dernier élément que je voudrais vous mettre en lumière avant de passer la main, c'est qu'il convient maintenant de mettre en œuvre une action collective, cette approche coordonnée qu'on appelle donc maintenant de nos yeux, et qui, au travers de nos différents pôles que l'on voit aujourd'hui et ou associations, va dans le sens des initiatives aussi de la Commission européenne qui a lancé un groupe
sur la mesure de l'empreinte environnementale des technologies de l'information et des consommations. C'est évidemment ce que je mettais en exergue lors du premier point, c'est qu'il n'y avait pas de mesure. Voilà globalement, dans le temps imparti, résumé le contenu de notre livre blanc. Et du coup, je vous amène à le télécharger pour le lire parce qu'il est très intéressant en termes de cas d'usage et de tout ce qui peut être déployé. Voilà pour cette introduction sur ce qu'étaient les smart grids et puis les enjeux et freins qui sont listés dans ce livre blanc. Merci beaucoup, merci Régis. Est-ce que nous avons le lien par hasard de téléchargement de ce livre blanc? Ce serait bien. Je vais vous le transmettre dans le chat. Je vais le mettre. Ouais, comme ça, je vais pouvoir le partager aussi avec les différents participants. On va passer la parole maintenant à Boris Dolay, donc chef du programme Open Source et IT durable pour RTE. Je vais vous laisser la main. Avec plaisir. Voilà, partager avec nous cette opportunité. C'est bien de voir cette sobriété numérique, comme l'a dit aussi Régis, une vraie opportunité pour innover ensemble, investir ensemble et aussi profiter effectivement des différents fonds publics disponibles. Alors, pour l'instant, on voit l'écran de Régis, Fabienne. Je ne sais pas si vous souhaitez partager mon écran. Parfait. Hop. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez les slides? c'est très bien. C'est bon? Très bien. Alors tout d'abord, merci à vous pour cette invitation. Merci au pôle SCS et à Think Smart Grid qui nous a connectés. J'ai contribué au livre blanc dont Régis va vous donner le lien dans quelques minutes sur le chat. Ce qui me tient à cœur de vous dire, alors je ne me présente pas puisque Fabienne a pris soin de le faire, donc merci Fabienne pour ça. Ensemble, nous formons un écosystème, Régis l'a rappelé, et nous travaillons sur un objet qui fondamentalement nous oblige, puisque les smart grids, globalement, sont vecteurs pour nous amener vers la neutralité carbone, sachant que la neutralité carbone est une des 9 limites planétaires qu'on doit considérer. Donc nous avons une bonne nouvelle, c'est que nous disposons d'un gisement de moyens qui est colossal, puisque si on réunit les démarches de la Commission européenne, typiquement Horizon Europe, les démarches du pays français, France 2030, et qu'on cumule à ça le potentiel du chiffre d'affaires des grandes entreprises publiques qui sont en charge d'opérer ces transformations des réseaux énergétiques, des smart grids, on parle en milliards d'euros, voire en dizaines de milliards d'euros disponibles par an pour assurer cette fonction-là pendant une durée qui sera longue. Et face à ça, l'objet de ma présentation, c'est de vous proposer une voie qui est un numérique ouvert et durable, donc Open and Sustainable IT, Open IT, enfin, on peut qualifier ça comme on le souhaite. Et c'est une voie qui est complémentaire à celle qu'on connaît bien, qui est celle du business as usual. Le business as usual, c'est un des services numériques dont le code source est fermé, dont les datas ne sont accessibles ni en amont ni en aval du service numérique. Règne un secret industriel qui est précieux si nous avons autour de la table des personnes qui sont fournisseurs de services numériques, éditeurs de logiciels, etc. Dans les domaines de l'énergie, de l'électricité, vous savez de quoi on parle du cœur de votre valeur, le secret industriel. Il se trouve qu'il existe un mode ouvert dans lequel on peut aussi générer de la valeur pour soi en tant qu'éditeur, offreur de services numériques pour le compte des smart grids, mais offrir aussi cette valeur-là au reste du monde sur des réponses long terme, je vais y revenir, avec une réelle capitalisation pour le bien commun. Donc capitalisation en termes de moyens financiers qui auront été factorisés et en termes de patrimoine numérique induit. Et puisque je parle du long terme, par opposition au court terme, c'est-à-dire à des réponses, un peu comme le disait Régis tout à l'heure, des réponses, un démonstrateur pour ceci, un démonstrateur pour cela, et tout ça avec des données qui ne sont pas nécessairement ouvertes, ça présente l'énorme inconvénient de nous faire travailler sur du temps court qui n'est pas nécessairement aligné sur un temps long. Et une des leçons, qui est la première d'ailleurs de
du résultat de l'enquête de la Commission de l'Assemblée nationale sur la souveraineté énergétique en France, c'est que l'énergie est un sujet que nous devons tous et toutes considérer sur des temps longs. C'est la première leçon. Et le numérique appliqué à l'énergie, du coup, lui aussi, et c'est l'objet un peu de ma démonstration. Alors, ce que je vous propose sur l'approche d'un numérique ouvert et durable, ça me semble être un facteur de réussite pour faire vite sur des temps courts, mais de manière alignée sur les temps longs, les plans. C'est pas du tout nouveau, hein, c'est pas quelque chose que je vais sortir de mon chapeau à titre individuel. C'est quelque chose qui a été parfaitement mis en place dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'automobile, et que des GAFAM mettent en place sur les services IT. Vous verrez que ce dont je vais vous parler pourra faire écho à tout ça si vous le connaissez, et si vous ne le connaissez pas, en phase de questions-réponses, on pourra y revenir. Donc une présentation en 3 temps, un premier partage des concepts du vocabulaire, un partage sur... Allô? Boris, je vous interromps 2 minutes. On ne voit pas vos slides défiler. Oui, c'est normal, je suis sur le slide d'introduction. Je suis sur le slide d'introduction qui est juste la première page, c'est normal. Très bien, ok. C'est bon pour vous? Plusieurs remarques. C'est parfait. Oui. Donc 3 temps, partage des concepts, vocabulaire, c'est la planche qui va venir juste après, le numérique ouvert et durable à RTE, et le numérique ouvert et durable pour notre écosystème, les smart grids. Donc du coup, là, normalement, vous devez voir les slides s'animer pour la partie pédagogique sur le vocabulaire. C'est bon? Vous me confirmez, Fabienne? Ok. Donc, un premier point, l'Open IT, ensuite le Sustainable IT. Donc, l'Open IT, on parle d'Open Source, Open Data, Open Innovation, vous l'avez cité tout à l'heure, Fabienne. On parle d'Open R&D, d'Open Knowledge, d'Open Education, d'Open Standardization. Bon, voilà, il y a plein de sujets qui sont associés. Là, aujourd'hui, on va zoomer sur la partie Open Source et Open Data ensemble, si vous voulez bien. Alors, l'open source, c'est d'abord une licence logicielle avec des caractéristiques qui sont les suivantes. Un libre accès au code source du logiciel, un libre droit d'utilisation du code source et du binaire du logiciel, un libre droit de modification, c'est-à-dire de produire des travaux dérivés, et un libre droit de redistribution. Donc ça, c'est la notion de copyleft. Il existe des copylefts forts, c'est-à-dire vous faites quelque chose, un travail dérivé, vous devez le republier, et un copyleft nul, avec vous faites ce que vous voulez, vous faites des travaux dérivés, vous donnez des nouvelles à personne. Et au milieu, vous avez des spectres qui consistent à reverser une partie de vos contributions ou simplement d'informer la communauté de vos travaux dérivés. Donc ça, c'est ce qui compose une licence dite open source. Je passe à droite, concept de gestion de l'open source software, donc OSS, Open Source Software, et le FL que vous voyez en haut en parenthèse, c'est la dimension free et libre, qui sont justement des copylefts très forts, qui sont moins adaptés au domaine industriel que les copylefts de l'open source qui sont plus faibles. Lorsqu'on se grée dans l'univers industriel d'une démarche open source, qui est mon invitation aujourd'hui pour vous, il faut créer ce qu'on appelle un open source programme office, donc un bureau de l'open source, et je suis le directeur du bureau de l'open source à RTE, dans laquelle on déploie une stratégie autour de l'open source dans l'entreprise qui est maîtrisée et une étude de la conformité des licences, parce que si on mélange les genres entre l'open et le closed source, on prend des risques juridiques non nuls qui peuvent être coûteux, donc il faut faire ça de manière professionnelle. C'est un moyen, vous l'avez compris, et c'est mon invitation, de co-innover, de co-financer et de capitaliser, comme je vous disais, sur des patrimoines réexploitables, aussi bien sur les logiciels que sur les jeux de données. Donc c'est un partage des résultats et vous serez d'autant plus facilement financé par l'Europe, la France et les grandes entreprises publiques si vous êtes dans cette démarche. Dans l'open source, il y a 2 natures de flux. Le flux descendant, c'est-à-dire vous tirez des composants open source vers votre SI et on le fait à peu près à 100% des personnes qui sont ici et qui travaillent sur des objets numériques autour de cette table virtuelle. Par contre, seul 1% d'entre nous faisons le flux inverse, le flux montant, l'upstream, qui consiste à contribuer activement à la documentation, au code, à la résolution d'incidents, de failles critiques de cybersécurité, etc. Donc l'upstream, ça consiste à engager des énergies de vos entreprises vers la communauté open source pour travailler au commun. On va voir que, ce sera en conclusion de mon intervention, l'upstream est pour notre écosystème une niche qui regorge de potentiel économique. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. La notion de downstream et d'upstream est claire. La notion de release, au sens on publie notre travail. Il ne faut pas hésiter à publier notre travail très tôt et le publier fréquemment et de publier rapidement une convergence vers du mieux. Il faut pas attendre d'être complètement sec avant de se dire je vais faire de l'upstream. On peut faire de l'upstream très souvent. L'important c'est de le faire proprement vers une cible qui soit intéressante pour la communauté.
En termes d'attractivité, le retour d'expérience que je peux vous donner, et il est assez significatif, parce qu'il porte sur plus de 5 ans, et en centaines de personnes et en millions d'euros. Les salariés comme les prestataires, lorsqu'ils apprennent qu'ils vont nous rejoindre pour travailler dans une approche ouverte et durable, en plus à la transition énergétique, eh bien étrangement, mais en réalité c'est pas du tout étrange, c'est complètement normal, les meilleurs talents nous rejoignent. Qu'ils soient encore une fois prestataires ou salariés, ce sont les meilleurs qui tapent à notre porte et on en est très fiers. Donc voilà, c'est aussi une valeur qu'il ne faut pas négliger puisqu'elle fait partie des clés de la réussite. Le point à gauche, c'est les questions d'innovation, d'industrialisation, de standardisation avec des témoins vert, rouge, orange. Sur l'innovation, on est très open source ready. Dans l'industrialisation, moins, mais mon invitation, c'est de changer cette donne, compte tenu des avantages que j'ai précités et que je vais continuer d'éclairer. Et sur la standardisation, on est en train de changer la donne en partie. Rapidement, sur le numérique responsable, probablement vous êtes familier. Donc le message important à retenir, c'est qu'il faut faire durer les matériels. Pour faire durer les matériels, il faut que la conception logicielle, et tout à l'heure Régis l'a bien illustré, soit frugale, soit bien faite. Sinon, les matériels vont s'effondrer sous le poids des eaux basicielles et sous les poids de l'inflation des données relatives à notre univers, les smart grids, dans lequel les données ne feront que croître. Donc c'est très important d'avoir cette hygiène de l'amont jusqu'à l'aval, en passant par la réalisation. Donc à retenir pour RTE et surtout pour vous qui serez intéressés à signer des contrats avec des entreprises publiques, sachez que l'open source est un booster d'accès à la commande publique. La commande publique est soumise à une règle de mise en concurrence qui est très stricte. Vous le savez si vous répondez déjà à des appels d'offres. Il faut savoir que si un client utilise chez lui de l'open source et que vous faites de l'upstream dans les solutions open source qu'il utilise, vous êtes immédiatement sélectionnable. Vous n'avez pas besoin d'être référencé, vous n'avez pas besoin de passer certaines barrières qui sont extrêmement difficiles à passer pour pouvoir être attributaire d'un marché. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement avoir dans votre scope en termes d'intelligence économique. C'est que nous pouvons dire on veut une base de données dans notre data center, on va le mettre en concurrence, vous allez nous proposer vos bases de données. On va pouvoir mettre en concurrence et avoir une solution closed source au travers de ça. En open source, on inverse la logique. On dit notre base de données, ce sera PostgreSQL, et si vous êtes contributeur de PostgreSQL, eh bien, vous avez de très fortes chances d'emporter ce sujet-là, mais c'est nous qui allons dire, on va aller chercher les upstreamers, et donc on va pouvoir les sélectionner en fonction de leur réputation, donc de l'énergie qu'ils ont dépensée sur le bien commun. Donc ça change complètement le modèle économique, mais sachez qu'il est parfaitement viable. Ça a été démontré encore une fois dans des grands domaines industriels que j'ai cités tout à l'heure, et c'est le modèle des GAFAM. Aujourd'hui et que nous utilisons en tant qu'entreprise publique. Je pourrais répondre à des questions s'il y en a, je vais aller plus vite. La Commission européenne bénéficie du coup de ces communs, donc elle incite les financements vers cette voie de l'open source. Et puis il y a une simplification extrêmement puissante sur les questions de propriété intellectuelle. Ça fait sauter énormément de problèmes de clauses contractuelles sur la propriété intellectuelle puisqu'elle est fondamentalement partagée sur les résultats. À la Maille France, je vous invite à vous intéresser à une association qui s'appelle TOSIT, qui regroupe les grands comptes des grandes entreprises privées et publiques, dont certaines qui sont connectées sont membres, et à la Maille Monde, Linux Foundation for Energy, qui sont deux entités qui vous permettent d'avoir un paysage sur le domaine de l'énergie ou au-delà, donc dans les smart grids, parce que là je parlais des bases de données, mais on va bien sûr transposer ça à des cas d'utilisation dont Jacques pourra nous parler sur les questions de edge, d'IoT. On va avoir des accès à des simulations de réseau, que ce soit pour les futurs énergétiques 2050, les calculs de capacité de transit aux frontières, les analyses de sécurité, etc. Vous avez tout un écosystème d'open source dans lequel vous pouvez aller faire de l'upstream et du coup remporter des marchés à venir qui sont très intéressants. Voilà un message important que je souhaitais vous passer ce matin. Dans le domaine du Sustainable IT, Régis l'a très bien dit tout à l'heure, il est question d'être en capacité de démontrer. L'ACV, l'analyse du cycle de vie, est l'objet qui permet de faire les démonstrations, c'est l'objet maître. Il est complexe à mettre en place, il est coûteux, les compétences d'ACV sont très prises en ce moment et donc rares, donc chères. Il se trouve qu'il y a un ACV paramétrique qui est un moyen d'augmenter notre capacité à accélérer notre capacité à faire des ACV. J'en passe à notre incarnation du sujet. Donc nous avons l'OSPO, nous sommes membres de TOSIT, nous faisons de l'open data sur la plateforme que vous connaissez sans doute, qui est une plateforme de référence. Si vous ne la connaissez pas, allez-y, elle regorge de valeur, la plateforme Audrey. En termes d'innovation, on a tout un tas de partenariats qui tendent à du coup nourrir le bien commun via cette démarche ouverte et durable des objets numériques. Et on travaille avec les organismes de standardisation à s'inspirer de ces démarches-là.
Sur le numérique responsable à FTE, globalement, nous sommes des associations de référence en la matière. On a la chance que ce soit piloté à la maille du COMEX, au travers de Sébastien Henry. Nous avons une plateforme d'open data, donc j'en ai parlé en interne, qui nourrit du coup la plateforme externe d'open data. Nous avons une feuille de route qui est très bien structurée, qui nous offre un bon niveau de maturité quand on demande à être intercomparé avec nos homologues. On fait des ACV, on en a fait des complètes et on en a fait des paramétriques. Et je vous cite la plateforme, l'outil d'ACV paramétrique qui est en open source, qui est piloté par les mines de Paris. Donc c'est Brightway qui vous permet de faire des démonstrations, comme le disait tout à l'heure Régis, du fait que votre système numérique sera effectivement vertueux ou en divergence par rapport aux objectifs d'éco-conception et de respect des limites planétaires. La maîtrise de la gestion de données, Régis l'a dit, c'est un sujet extrêmement complexe et justement, c'est un des paradoxes que je pointe ici, hein, c'est qu'on va multiplier ça par 10 très rapidement et il faudra qu'on soit capable de faire ensemble pour éviter que ça foisonne de trop. Voilà, je vais passer les aspects gestion de cycle de vie pour laisser la main dans 2 minutes à Jade. Donc ça, c'est une formule que je laisse en accès domaine public, qui n'a aucune valeur mathématique réelle, mais qui fait une belle illustration. C'est que dans les domaines que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire typiquement nos domaines de smart grid, que ce soit sur l'IoT, que ce soit sur les calculs d'analyse de sécurité, de capacité de transit, de coordination de nos acteurs en situation de crise, en régime nominal, etc., sur les réseaux de transport, de distribution, nous avons intérêt à travailler ensemble sur ce nouveau modèle pour qu'il puisse être durable. Donc on a un modèle d'affaires qui est un nouveau modèle d'affaires, mais qui permet, comme je vous l'ai illustré, j'espère, dans mes propos, de capitaliser pour les pouvoirs publics. C'est-à-dire que aussi bien en termes de dépenses, on optimise la dépense publique, et en termes de patrimoine numérique, on capitalise à chaque fois qu'un acteur de nos écosystèmes bascule dans cette démarche. Ça permet, comme je vous l'ai dit, un accès facilité à la commande publique, et c'est pas quelque chose qui est très connu. Il faut vraiment être initié aux questions de marché public et de marché sur le code du commerce pour savoir ça. Donc je vous passe ce message. Ça augmente de fait la résilience, la souveraineté et la maîtrise de la cybersécurité, parce que dans un modèle ouvert, vous avez beaucoup de personnes qui travaillent de manière assez ritualisée quand on est dans l'univers industriel et académique, pas quand on est dans l'univers un peu personnel où chacun fait sa crèmerie sur GitHub. Quand on est dans l'univers industriel, on a tous la conscience de documenter, de tester. Et ça fait des logiciels qui sont fondamentalement durables. Ils sont donc résilients parce que les collectifs qui peuvent embarquer ne sont pas des collectifs restreints à un éditeur logiciel. Ce sont des collectifs qui peuvent s'approprier la connaissance, y compris la connaissance complexe, puisque la documentation porte à la fois sur l'utilisateur final, elle porte aussi sur ceux qui font la maintenance du logiciel, et il porte aussi sur les développeurs du logiciel, parce que l'objectif d'une communauté open source, c'est de croître et d'avoir de plus en plus de contributeurs. Et donc pour ça, il faut que la marche à franchir pour qu'il y ait de nouveaux contributeurs soit la moins élevée possible. Le secret, c'est cette documentation, ces tests et ces mécaniques de clean code. Et tout ça fait que, et la modularité, l'interopérabilité, j'en passe, tout ça fait que nous sommes résilients, nous sommes souverains parce que nous ne sommes plus tributaires de quelque chose qui est opaque et qui peut disparaître du jour au lendemain d'un claquement de doigts, quelque chose qui est pérenne. Et la cybersécurité, elle n'est pas meilleure en open source qu'en closed source, c'est pas une démonstration qui est faisable. En revanche, les réflexes sont naturellement orientés vers la durabilité et vers la gestion de la cyber par les collectifs industriels en open source. Et ça, c'est factuel, il y a beaucoup de papier là-dessus. Et par ailleurs, ça augmente la rapidité à co-construire, à construire les services numériques des transitions qui sont devant nous et dont cet écosystème, pour laisser chaque membre et les Things Madrid, RTE compris, en sont acteurs. Voilà, j'en ai fini pour mon propos. J'ai essayé de tenir pour laisser le temps imparti à Jade. Donc n'hésitez pas en question-réponse à revenir vers moi et même après ce webinaire. Oui, merci beaucoup. C'était passionnant, c'était rapide, mais c'était passionnant. Je vais passer la main à Jade Nassar, enseignant-chercheur dans le groupement d'écoles Junia. Et je vous invite, participants, le temps de charger la présentation de Jade, à poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions par écrit dans le module questions de votre menu pour qu'on puisse ensuite les poser et interroger Boris, Régis et Jade à l'issue des 3 questions. Voilà. Jade, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Ok. Je laisse un peu de temps pour les questions ou je démarre? Les questions seront posées après vos 3 interventions. Donc, après votre intervention,
je poserai la question, donc vous pouvez y aller. Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie pour cette invitation à ce webinaire. Je me présente, moi, c'est Jad Nassar. Donc, je suis enseignant-chercheur en informatique à Junia. Donc, Junia, c'est un groupement de 3 écoles d'ingénieurs HUI, ISA et ICEN à Lille. Et donc, je suis responsable du domaine IoT à l'ICEN également. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, ce sera un peu plus de côté dans un univers académique et recherche. Donc, je vais parler d'un démonstrateur, d'un réseau de capteurs sans fil pour le pilotage d'un smart grid qu'on est en train de déployer dans nos bâtiments. Donc, le projet concerné s'appelle le projet e-Balance Plus. Donc, e-Balance Plus, c'est un projet européen qui compte 15 partenaires européens dans environ 10 pays. On a 4 sites démonstrateurs, donc en Espagne, Italie, Danemark et en France, à Lille. Donc, si vous voyez bien sur le schéma, donc, il y a le campus de l'université. Donc, on se situe dans le centre-ville de Lille, dans le boulevard Vauban, pour ceux qui connaissent. Donc, il y en a des bâtiments historiques. Donc, on a 30 000 étudiants, 10 000 salariés. Et c'est des bâtiments qui sont plus ou moins rénovés. Donc, le challenge ici, c'est de pouvoir déployer un smart grid ou un microgrid dans ces bâtiments-là, tout en laissant les bâtiments dans leur état sans faire une rénovation et changer les rénovations complètes des bâtiments. Donc, le but du projet e-Balance Plus, c'est de augmenter la flexibilité et la résilience des réseaux électriques. Cela se fait en développant une plateforme algorithmique avec de l'intelligence artificielle, du machine learning, et ainsi de suite, pour pouvoir augmenter la flexibilité du réseau électrique, c'est-à-dire pouvoir basculer les charges sur des moments où on n'a pas de pic de consommation. Donc, le but après, c'est de tester l'interopérabilité de ces solutions chez les différents acteurs et voir qu'est-ce que ça donne dans un cas de figure réel. Donc, un de ces acteurs, c'est nous, donc à Junia à Lille. Donc, voici un peu à quoi ça ressemble le déploiement qu'on a dans notre bâtiment. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans tous les détails techniques, mais enfin, il s'agit d'un réseau de capteurs sans fil, de 120 capteurs. Quand je parle de capteur, donc c'est un module sans fil qui va envoyer des informations. On le branche avec un Raspberry Pi, donc il s'appelle le Solarcia, c'est le petit gris et rouge. On le branche avec un Raspberry Pi pour tout ce qui est message de contrôle. Voilà, donc on a 60 capteurs dans un des bâtiments, 60 capteurs dans un autre bâtiment qui communiquent entre elles via un réseau sans fil. Ce réseau sans fil est lié à un réseau filaire de supervision pour pouvoir justement envoyer ces informations-là via 2 chemins et pouvoir comparer les performances du réseau sans fil. Donc, quand je parle d'échange d'informations, c'est des informations qui sont liées au projet Balance Plus. Donc, à travers les plateformes qui ont été développées, on reçoit des ordres d'autres partenaires pour acter sur nos charges, par exemple sur des ballons d'eau chaude, sur des véhicules électriques, sur des panneaux photovoltaïques, d'augmenter ou diminuer la production, et ainsi de suite. Donc tout ça se fait à travers des commandes qui viennent de l'extérieur de l'université, qui rentrent via une API et qui arrivent dans notre réseau de capteurs filaires et sans fil, et l'information elle est envoyée d'un bâtiment à l'autre quand c'est nécessaire à travers ce réseau-là qu'on a développé. Donc, en termes d'avancement, donc le projet il arrive à la fin. Donc, la partie matérielle, logicielle, donc elle était faite. Le déploiement dans le bâtiment, pareil. Et là, on est dans la phase de test et vérification des algorithmes. Et pour vous donner une vue un peu plus détaillée sur le déploiement, donc vous voyez là, ça c'est le bâtiment, un des 2 bâtiments démonstrateurs à Lille. Donc, c'est le bâtiment d'HUI, donc Tool. Donc, on a 60 capteurs qui sont déployés sur 3 étages et le rez-de-chaussée, donc sur 4 étages en total. Vous voyez, à chaque fois, donc, les capteurs doivent communiquer entre elles. On a au moins, comme c'est un réseau de capteurs sans fil, on a au moins 3 capteurs qui sont dans le champ radio d'un capteur source pour pouvoir échanger
les informations avec le plus de chemins possible et exploiter le plus de chemins possible. Et comme je vous ai expliqué, donc, quand je parle d'un capteur, c'est un couple de Raspberry Pi et d'un nœud de communication sans fil qui est le Solercia pour pouvoir échanger ces informations-là en sans fil et en filaire. Bon, au-delà de ça, donc, on parle de communication dans un seul bâtiment. Et là, donc, comme on a deux bâtiments, demain, on risque d'avoir encore un troisième bâtiment démonstrateur. On voulait assurer une communication aussi entre ces différents bâtiments-là. Donc, imaginons qu'il y a un ordre qui arrive au bâtiment 1 et qui est destiné au bâtiment 3. Donc, nous, notre réseau de capteurs sans fil est basé sur la technologie Zigbee. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est voilà, une technologie de communication sans fil qui peut aller jusqu'à vingtaine, cinquantaine de mètres, 100 mètres idéalement, mais pas dans tous les cas. Mais on voulait aller plus loin parce que nos bâtiments sont espacés. C'est pour cela que on teste aussi le déploiement de capteurs qui communiquent via LoRa, donc qui feront un bridge entre les différents bâtiments. Donc, on aura une commande qui arrivera dans un des bâtiments, qui sera transportée dans le bâtiment via le réseau Zigbee, qui passera en LoRa dans un autre bâtiment, et ainsi de suite, pour l'envoyer de la source à la destination. Donc, je ne sais pas si j'étais trop vite. Donc, je parlais un tout petit peu aussi de la partie analyse de cycle de vie, mais je pense que Boris et Régis ont bien détaillé ce point-là. En fait, on est en train de déployer un réseau de capteurs sans fil et le but derrière, c'est un but environnemental, c'est de pouvoir ajouter une flexibilité sur le réseau pour shifter la consommation sur des temps où on n'a pas de pic de consommation, où on produit plus, où on a plus d'énergie renouvelable. Sauf que voilà, donc ce réseau de capteurs sans fil, il a un coût. Donc, et voilà, là, je rebondis ce que Régis et Boris ont dit. Donc, on est en train de faire l'analyse du cycle de vie de notre réseau de capteurs sans fil, des serveurs, de la partie logicielle, de l'envoi des données, pour voir est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ce réseau de capteurs sans fil. Comme le but derrière, c'est un but environnemental, est-ce qu'il y a un gain environnemental ou est-ce qu'on a un coût, une empreinte carbone qui est plus élevée que les gains qu'on va avoir quand tout sera en place. Voilà, c'est tout pour ma partie. J'espère que j'étais pas trop vite. Si vous avez des questions. Voilà. Oui, merci. Est-ce que vous voulez bien, Boris, je crois qu'il ne peut pas, mais en tout cas, Régis et Jade, allumer votre caméra. On va passer à la session questions. Je vais reprendre la main. Donc, quel partage et la caméra. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Oui, il y a une première question, peut-être pour vous d'ailleurs, Jade, puisque vous venez de présenter. Pourquoi ne pas utiliser Matter, MA2TER, directement et pas Zigbee? Après, Matter, c'est une solution donc, qui vient il n'y a pas très longtemps, qui commence à être déployée. Donc, nous, notre déploiement dans le bâtiment, il a commencé depuis 6 ans maintenant. Donc, certainement, on compte ouvrir notre démonstrateur pour tester d'autres technologies, certainement aussi d'autres approches. Donc là, Matter commence à devenir démocratisé, surtout avec les grands groupes qui le soutiennent. Donc, ça arrivera certainement. D'accord. Ok, merci. N'hésitez pas aussi, Régis, Boris et Jade, à poser des questions entre vous. Une autre question. Comment traitez-vous la fiabilité des capteurs et leur industrialisation si un déploiement plus important est envisagé? En fait, pour la fiabilité des capteurs, c'est ce que je venais de dire. En fait, nos données, par exemple, imaginons qu'on va envoyer une consigne pour les lectures de production photovoltaïque. Donc, il y a un protocole qui s'appelle Modbus. Cette consigne, elle est envoyée en filaire et en sans fil. Donc, elle est envoyée en filaire et en sans fil avec des timestamps bien précis
du moment de l'envoi, du moment de la réception, et on compare après la donnée qui a été reçue en sans fil et en filaire, avec le pourcentage de paquets reçus, avec les délais, et pour voir s'il y a vraiment l'avantage d'envoyer en sans fil ou il y a beaucoup de pertes. Après, certainement, il y a plus de pertes, parce que je précise qu'on est dans un bâtiment où on a des étudiants, on a des salariés, donc on a des portes métalliques, donc des fois il y a beaucoup d'étudiants et des fois il y a moins d'étudiants, donc ça varie. Donc on est en train de tester justement la fiabilité de ce réseau de capteurs sans fil pour un éventuel déploiement à grande échelle plus tard. Sauf que une fois le déploiement à grande échelle sera fait, il n'y aura pas un Raspberry Pi qui viendra contrôler pour faire les tests et pour faire le benchmarking. C'est pour ça qu'on est en train de le faire maintenant. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question exactement ou s'il y a d'autres choses que vous voulez que je précise. Une autre question, je vais donner la parole aussi à Valentina Voloni qui nous a rejoint, qui avait un petit problème de connexion audio tout à l'heure, mais une autre question. Avez-vous mesuré l'impact en termes de consommation énergétique liée au numérique par rapport à un scénario business as usual sans tous les capteurs et data liés à l'optimisation? Ça, c'est pour moi. Oui, enfin, c'est pour vous. Oui. Okay. En fait, c'est justement le travail qu'on est en train d'effectuer donc actuellement. Alors, moi, je suis plutôt sur la partie informatique, mais j'ai d'autres collègues, les énergiciens, si je peux dire, qui sont en train de faire ce travail-là, justement pour voir est-ce que ça vaut vraiment le coup, parce que très bien, on teste un réseau de capteurs sans fil, la communication sans fil, mais est-ce que le gain qu'on est en train de tirer de cela, est-ce qu'il vaut le coup ou c'est juste on ajoute encore une consommation énergétique en plus ou bien une production en plus de ces capteurs-là, ça peut aller de la production jusqu'à le recyclage de ces capteurs-là. On est en train de mesurer ça pour voir si ça vaut vraiment le coup ou pas. Donc on se remet en question par rapport à notre démonstrateur. En complément peut-être à ce que nous explique Jade, pour discuter avec de grands équipementiers aussi et fournisseurs de capteurs. La question, elle est compliquée et je l'ai fait remarquer dans mon propos. Aujourd'hui, c'est compliqué de mesurer le gain CO2 évité. Évidemment, la consommation électrique, celle-là, on peut commencer, comme l'explique Jade, à la mesurer. Mais le gain en termes d'impact environnemental, il est compliqué, tant en CO2 qu'en fabrication du capteur. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas. Des informations. Voilà. Exactement. Donc, c'est une excellente question, mais aujourd'hui, on est encore qu'à des balbutiements concernant les réponses. En complément sur pas mal de points, on est sur des estimations, donc on n'a pas tout le temps les réponses. Okay. Boris, vous avez… Est-ce que c'est des capteurs qui sont fabriqués en Europe ou bien qui sont venus, ça arrive en Europe, ils sont fabriqués ailleurs? C'est pas tout le temps mentionné, on n'a pas tout le temps la chaîne d'approvisionnement de ces équipements-là. Oui, Fabienne? Oui, est-ce que vous avez une question aussi peut-être pour… Avec plaisir oui, pour Jade, avec plaisir. En fait, la démonstration est intéressante à plein de titres et les questions que j'avais, c'est est-ce que vous imaginez, Jade, que ces travaux-là puissent faire l'objet d'une publication de vos travaux en open source pour ce qui est de la partie code et en open data pour ce qui est de la partie, justement, typiquement de la tentative de l'analyse de cycle de vie avec les limites que vous avez bien présentées sur l'origine des capteurs qui est très difficile à remonter, mais ça peut être aussi sur des courbes de charge. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez une perspective d'ouverture déjà existante ou à venir sur votre projet? Alors, existante, non, mais à venir certainement. En fait, déjà pour les publications, on a pas mal de publications sur nos travaux dans le projet qui décrivent un peu notre démarche, qu'est-ce qu'on est en train de faire et les tests qu'on est en train de mener. Et justement, le but de démonstrateur, dans la suite, c'est de l'ouvrir au public, que n'importe quelle personne, il peut aussi tester de chez lui. Certainement, il n'aura pas la main pour contrôler nos bâtiments, mais au moins pour les lectures de certaines informations. Et pour l'analyse de cycle de vie, certainement, une fois, c'est un travail conséquent. Et vous êtes les deux les plus connaisseurs sur ce sujet-là, donc, mais une fois on a les résultats, certainement, ça sera partagé également.
Mais Merci juste pour beaucoup. répondre à ta question, donc, le démonstrateur, il sera ouvert au public. Super. Régis aussi, Jade, vous pouvez poser des questions peut-être aussi à Boris. Et sinon, moi j'avais peut-être une question, peut-être Boris aussi, par rapport à cette la notion d'open source, de co-construction, collaboration pour voilà, développer des solutions plus résilientes, plus efficientes, etc. Mais c'est de la propriété intellectuelle ensuite. Comment ça se passe le partage de la propriété intellectuelle lorsqu'on arrive voilà, à une solution qui peut être mise sur le marché, par exemple. Et Oui. voilà. Alors, c'est un sujet qui peut effrayer de prime abord. Je parlais de la culture du secret industriel et en l'occurrence derrière les questions, c'est les questions de propriété intellectuelle qui sont prégnantes. Donc, il y a deux cas de figure par rapport à la question que vous posez. Le premier cas de figure qui est le plus simple, c'est si vous êtes un acteur des smart grids, que vous vous posez la question de créer une solution numérique pour répondre à un problème commun d'un gestionnaire de réseau de transport, d'un gestionnaire de flotte de chargeurs automobiles, enfin bref, d'un objet de smart grid, vous partez de rien et à ce moment-là, vous pouvez faire le choix de partir en open source. En faisant ce choix, vous sacrifiez la logique du secret. Et vous vous dites, tout ce que je vais faire sera public et pourrait nourrir mes concurrents. Mais ne nous leurrons pas. Un concurrent, est-ce qu'il va vraiment s'intéresser au secret que vous allez divulguer publiquement? Je vous donne un exemple, dans un univers qu'on connaît bien, Android. Essayez de compiler Android, essayez de l'installer sur un smartphone. Ça va être très compliqué pour vous de le faire, vous n'y arriverez pas, sauf à y passer des milliers d'heures. Maintenant, on parle d'Android et de smartphone. Là, ce dont on est en train de parler, c'est d'un poste électrique qui est quelque part dans la campagne française, avec des questions de loi de programmation militaire pour y accéder. Ça veut dire que le code que vous êtes en train de créer, ceux qui vont l'instancier chez les industriels, c'est personne d'autre que vous. Donc votre secret, il ne sera pas volé. Il sera en revanche partagé par d'autres qui vont vouloir investir et qui vont vouloir partager avec vous sur ce secret. C'est un vrai changement de mindset et ça, c'est tout à fait possible de le faire quand on crée une démarche. Maintenant, la question que vous posiez, vous disiez, quand ça arrive à maturité, imaginons qu'on le bascule en open source et qu'il y a des questions de propriété qui se posent. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous n'êtes pas simple décideur, vous avez des actionnaires, il y a tout un système qui fait que là, vous avez un patrimoine qui a une valeur intrinsèque déjà largement au niveau TRL qui fait que ça peut être adopté industriellement. Là, c'est beaucoup plus difficile de franchir le pas. C'est plus facile pour une entreprise publique ou pour des académiques. Et auquel cas, c'est une participation au titre du service public à un bien commun qui fait beaucoup de sens. C'est ce que RTE a fait avec de nombreux logiciels. Dans le domaine des petites et moyennes entreprises, c'est beaucoup plus difficile de franchir ce pas. Par contre, franchir ce pas dans les très grandes entreprises, c'est juste un changement de paradigme. C'est de se dire, OK, on a des choses qui historiquement avaient une valeur et on avait gardé le secret. Aujourd'hui, on l'ouvre et voyons qui va l'adopter. Et en réalité, c'est vecteur de business. Parce que je vais vous donner un exemple de propriété intellectuelle qui parle très bien. C'est vous êtes auteur, vous êtes écrivain, vous publiez un livre. Ce livre, vous allez passer par un éditeur, il sera secret jusqu'à sa ouverture et jamais vous ne trouverez le PDF de ce livre parce que sinon ça va être compliqué, vous allez vous le faire piquer et vous allez avoir moins de filles qui vont tomber sur la vente unitaire de chaque livre. Et bien inversez la logique. Considérez un auteur qui rédige sur Internet et qui du coup vient se faire trouver par un éditeur qui lui dit mais vous avez une plume incroyable. Et ben l'open source c'est ça. Et derrière potentiellement même l'écrivain va continuer d'écrire publiquement et de publier ses e-books gratuitement, mais toutefois de les faire brocher. Et ben il y aura toujours des personnes pour aller les acheter. Ça veut dire que les industriels vont aussi aller chercher des personnes qui savent instancier un code ouvert certes, mais qui ne vont pas instancier eux-mêmes. Ayrton ne va pas aller instancier les codes qui sont disponibles open source partout sur Terre. On n'aura pas la capacité. On va passer par des intégrateurs. Une fois que c'est intégré, on va passer par des mainteneurs. Et une fois que c'est maintenu, on va avoir un service d'intervention et on va demander à faire des évolutions. Et donc, on va payer cette communauté open source pour amener ces nouvelles évolutions. Donc, cet auteur, il va, de la même manière qu'un industriel qui va intégrer des solutions smart grid numériques, il va être sollicité pour faire des conférences. Donc, le fait de publier nos secrets, ça donne une assise sur la réputation qui est la vôtre. Et ce sera très difficile de vous voler votre réputation parce que elle est fondamentalement proportionnelle à l'énergie que vous avez investie dedans, qui est publique en plus, qui démontre une rigueur et une fiabilité incomparable par rapport aux closed sources où on ne sait pas ce qui se passe. On nous vend un truc
Et en général, en close source, ce qu'on fait, c'est qu'on dit fake it until you make it. On va vous vendre un logiciel, il est pas 7 ans. Et vous allez le mettre en place dans votre industrie et vous allez de toute façon être pieds et poings liés pendant plusieurs années. Donc voilà, j'ai essayé de répondre avec des illustrations qui vont lever les craintes que vous levez à très juste titre, Fabien. J'espère avoir répondu au mieux. Pleinement, pleinement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour Régis, pas de questions? Ok. Valentina, tu voulais dire 2 mots? Je te laisse la parole si tu es là. Oui, merci. Et merci à tous les intervenants, c'était très intéressant. Je voulais seulement vous rappeler que la collaboration Cap Énergie et SES s'est poursuit depuis 3 ans et nous avons organisé pas mal d'événements, des webinaires, en présentiel sur le sujet du numérique au service de l'énergie. Donc, on est passé par la Smart City, le Smart Territoire, à la décarbonation très récemment grâce au numérique. Et nous avons aussi organisé des événements dédiés à la cybersécurité pour le monde de l'énergie. Donc, tous ces événements s'inscrivent dans cette collaboration entre les deux pôles, qui prend aussi la forme d'accompagnement plus opérationnel, notamment, par exemple, avec un service de diagnostic sur l'intelligence artificielle qui est dédié aux PME, et aussi sous la forme d'un projet européen qui commence bientôt, qui s'appelle le Digital Innovation Hub, ou tout digital, et qui a pour but d'être un one-stop shop pour les entreprises qui souhaitent se digitaliser. Voilà, donc cette collaboration que vous voyez se poursuit, et on aura notamment donc, notre prochain rendez-vous, ça sera plutôt pour le début d'année 2024, avec un autre rendez-vous sur la cybersécurité et sur le code NIS 2 qui va sortir. Ok, oui, merci beaucoup, merci Valentina. Vous voyez à l'écran quelques événements prochains, donc la semaine prochaine, même jour, vendredi, même heure, 11h, une chose différente, mais qui touche aussi le monde de l'IoT, de l'électronique en général et de la microélectronique aussi en particulier, c'est la fuite des talents. Comment retenir des collaborateurs, comment recruter efficacement, comment promouvoir sa marque employeur vis-à-vis de jeunes diplômés, mais pas que aussi, hein, pour former et staffer donc ces équipes, surtout pour les entreprises justement IoT, notamment en pleine croissance. C'est un sujet que l'on va partager avec un cabinet de recrutement expert du sujet, hein, qui nous expliquera un peu les nouvelles valeurs aussi, hein, de ces jeunes diplômés et qu'est-ce qu'il faut faire pour voilà, retenir et attirer ces jeunes dans ces filières industrielles, et puis aussi la spécificité de ces métiers. Ensuite, on fait aussi un événement le 16 novembre en présentiel cette fois, à l'ISEN, à Toulon. Je dis l'ISEN parce que Jade, vous êtes le groupe Junia, comprend aussi l'école ISEN, mais à Lille, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc, on fait une journée laboratoire académique, chercheurs de renommée internationale sur la scène et start-up deep tech dans la salle qui écoutent pour booster les collaborations entre les deux, justement. Et c'est l'occasion, voilà, de s'inspirer et de travailler sur ces roadmaps, ces projets, grâce aux travaux de recherche avancés présentés par 8 chercheurs le jeudi 16 novembre au matin, avec quelques visites de Fab Labs, tout nouveau Fab Labs aussi à l'ISEN Toulon, et puis des rendez-vous avec différents experts, dont des experts du financement et de la collaboration entre le monde académique et le monde industriel, hein. Boris aussi en a parlé. C'est porteur d'innovation et c'est nécessaire effectivement d'être accompagné, hein, pour cette collaboration, quand on n'a pas l'expérience en tant qu'industriel, en tout cas, de collaborer avec des académiques et des chercheurs. Et puis un autre événement en collaboration avec Cap Énergie aussi, que j'aurais dû mettre dans les événements virtuels à gauche, qui est en bas à droite. On va organiser avec Valentina notamment et Raphaël, si ma mémoire est bonne, Cap Énergie. C'est sur un dispositif pour transformer une entreprise industrielle vers l'industrie du futur, grâce au numérique, mais surtout avec un focus sur l'empreinte carbone des process industriels, des machines dans une industrie. Et donc un dispositif tout nouveau, avec du financement également et beaucoup de diagnostics qui vont permettre à une entreprise industrielle de la région PACA de converger et de se transformer vers une industrie 4.0 ou X.0
et bien sûr avec les défis environnementaux associés. Voilà, je vous remercie à tous. Vous pouvez allumer votre caméra peut-être pour un au revoir global. Et puis, je vous remercie encore. Je partagerai votre présentation. Vous avez un questionnaire qui va s'afficher dans une petite minute et le replay sera disponible milieu de semaine prochaine à peu près sur YouTube et sur le site du pôle ACSI. Merci Jade, merci Régis. Merci Maurice. beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.